Rebonjour à vous, c'est toujours Viking Studio. Alors oui, parce que comme YouTube limite mes vidéos à 15 minutes, je fais deux parties. Donc on est parti pour la partie 2 de Tintin aurait-il pu marcher sur la Lune. Donc on s'en était arrêté à l'ultime qui se met en boule, c'est tout à fait réaliste. Effectivement, vous chercherez sur internet si vous voulez, c'est tout à fait réaliste. Euh, Donc ensuite, ils mettent des souliers à semelle magnétique puisque le sol de la fusée est en métallique, oui les fusées c'est en métal. Effectivement, vous pouvez coller des aimants dessus. Alors je ne sais pas trop comment se comportent les aimants dans l'espace. Et là, il croise un certain Adonis qui est un astéroïde. Alors à cette époque-là, on pense encore que la ceinture d'astéroïdes, c'est des fragments d'une ancienne planète. Mais non. Donc c'est un astéroïde qui se situe entre la Lune et la Terre. Donc en soi, ce sera un astéroïde géocraseur. Tiens, RG a été visionnaire là-dessus. Et là, subitement catastrophe, il y a un astronaute qui est sorti. Le capitaine Haddock, parce que étant bourré, il a pété un plomb, voilà. Il a voulu sortir. Et donc, Tintin s'accroche à la fusée, lui, et grâce au barreau escamotable de l'échelle, tandis que le capitaine Haddock n'est pas accroché. Alors, il faut faire gaffe parce qu'Adonis et les entraîneurs sont dans leur orbite, ce qui est réaliste. Et donc, tout simplement, Tintin récupère le capitaine Haddock grâce à une corde. C'est bizarre, les astronautes utilisent toujours ce système pour être attachés à la station internationale. Ils utilisent une corde en bras manipulateur. Puisque le Canadarm de la navette spatiale, qui a été aujourd'hui en version Canadarm 2 sur la station spatiale internationale, est un bras manipulateur auquel on peut accrocher un scaphandre. Mais là, franchement, le scaphandre diffère en conception des scaphandres qu'on voit aujourd'hui dans l'espace. Et donc, là, il s'approche de la Lune, alors on découvre la taille de la Lune est plus ou moins représentée puisque la fusée est microscopique par rapport à la Lune. Mais. Non, par rapport à l'échelle de la Terre, c'est réaliste. Donc là, ils font ce qu'on appelle une manœuvre de retournement. Et on découvre qu'ils ont aussi un système de collision antimétéorite. Donc la manœuvre de retournement, tout simplement. Alors pourquoi font-ils une manœuvre de retournement pour se présenter correctement sur la Lune? Oui, on pourrait faire comme ça, mais en réalité, il faudrait se placer en orbite autour de la Lune et ensuite descendre. Et puis c'est bon, c'est ce que faisaient les missions Apollo avec le LEM. Hein. Le LEM était accroché au vaisseau Apollo. Et ensuite, il était largué, il descendait à l'horizontale, il se positionnait et pouf, il descendait, il se posait. Donc pour la manœuvre de retournement, il utilise un moteur latéral, ce qui est tout à fait réaliste. Donc quand on voit la taille du compartiment moteur de la fusée, je me demande où ils l'ont mis ce moteur, mais bon. Voilà. Donc ensuite pour l'alunissage. Donc ils vont se poser dans le cirque E-Park, qui existe vraiment. Et alors que les astronautes des missions Apollo se sont posés toujours sans encombre sur la Lune, là, bizarrement, les effets du ralentissement, ils prennent cher, ce qui n'est pas réaliste du tout. Voilà. Puisqu'en réalité, alors déjà, le moteur a été coupé avant de se poser. Alors, il y a de la poussière qui est produite. Oui, sauf que personne ne suit, ils ont prévisé à l'avance sur une surface qu'ils ne connaissent pas. C'est irréaliste. La fusée met un temps fou à répondre, alors que quand on voit l'émission Apollo, il n'y avait pas de temps mort de communication. Ensuite, nous avons droit au premier pas de Tintin sur la Lune. Oui, alors les paroles d'Armstrong étaient plus stylées. Donc rapidement, il est rejoint par un autre des astronautes, à savoir le capitaine. Et ensuite,
Ils commencent l'exploration de la Lune et découvrent que les météorites tombent sans faire de bruit, puisqu'ils sont dans le vide. CRG l'avait bien compris. L'espace, c'est vide. Et alors là, comble de l'irréalisme, c'est là qu'on se rend compte que la charge utile emportée par la fusée, le train lunaire Apollo pesait 50 tonnes, enfin 47 pour être précis. Là, on doit être à peu près sur 8000 tonnes de matériel. Puisqu'ils sortent des caisses énormes à l'aide d'une grue. Oui, à l'aide d'une grue. Et donc les astronautes explorent tous la Lune, on découvre les joies de l'absence quasi de 5/6 de gravité en moins, etc., etc. Et là, donc, ils sortent, donc ils installent un observatoire sur la Lune. Effectivement, toutes les missions qui sont allées sur la Lune dans la vraie vie ont installé du matériel scientifique sur ce petit astre. Et là ensuite, c'est là que ça devient intéressant, ils sortent le char lunaire. La Jeep lunaire utilisée par l'astronaute et pour Apollo, déjà pour accueillir 2 personnes. Et elle était pas bien grande et ultra légère et non pressurisée. Alors là, ils sortent un vrai char d'assaut, hein, puisque c'est un engin pressurisé dans lequel il n'y a pas besoin d'avoir de scaphandre, qui peut accueillir au moins 3 ou 4 personnes, je dirais même plus, avec une vigie, un pilote, un copilote, etc., etc. Donc pour le test, ils sont à 2 à l'intérieur. Ensuite, ils le prennent à 3 personnes avec un ami pour aller faire l'exploration. Et c'est ici que deviennent intéressantes leurs découvertes, puisqu'ils arrivent dans des grottes où il y a des stalagmites et des stalactites. La preuve qu'il y a eu de l'eau sur la Lune. Alors effectivement, on a découvert qu'il y avait de l'eau congelée au pôle de la Lune, du moins des traces. Et donc là, Milou tombe dans un gouffre. Voilà, on est sur une géologie très proche de la Terre, alors que sur la Lune, les astronautes n'ont pas découvert une telle géologie, puisque la croûte de la Lune est aujourd'hui quasiment absente. Il faut savoir que la Lune est explosée par un jet de météorite, par un flot contenu de météorites. Il faut savoir que la Lune encaisse à la place de la Terre. La Lune nous protège des énormes météorites. Et donc là, Tintin descend et il se retrouve sur de la glace. On n'a toujours pas découvert de glace sur la Lune, ce qui fait que quand même Hergé s'est montré quelque peu optimiste. Et donc nous avons toujours cette immense fusée posée au milieu de la Lune, ils partent en exploration, on découvre qu'il y a un autre passager clandestin dans la fusée qui est embarqué dans des caisses de matériel. On est totalement sur de l'irréaliste. Et donc là, pour le départ, je vous passe les aventures de nos amis. Ils se retrouvent dans la merde parce qu'il n'y a plus d'oxygène à bord. Voilà, voilà. Donc ils récupèrent toutes les réserves d'oxygène, les bandes d'enregistrement, ils laissent beaucoup de matériel sur la Lune. C'est bizarre, les missions Apollo faisaient pareil. Et donc, voilà, donc il doit partir à 16h52 de la Lune. Donc, ils partent. Et combien de temps dure le trajet au retour? Eh bien, c'est la question que je me pose, parce que RG ne parle pas des temps de trajet. Pour faire 400 000 km, on a besoin de beaucoup de temps. Donc, là, ils ont à nouveau les problèmes d'écrasement insupportable au décollage. Ce qui est totalement irréaliste, ça sera une émission Apollo décoller pépouze de la Lune. Et bien sûr, il leur reste seulement 4 jours d'oxygène et il en met 3 pour réparer la fusée et récupérer le matériel. Ce qui pose question quant à combien de temps pour leur trajet retour. Ça veut dire qu'ils mettent une journée pour faire le trajet. Apollo mettait 3 jours à peu près, à 48 km/h. Et donc là, bon, ils découvrent qu'ils sont en route vers Jupiter, donc ils corrigent leur trajectoire, etc., etc.
On découvre que ça merde dans la fusée, il y en a un qui crève, machin. Et donc là, ben, on découvre, ils finissent en hypoxie parce qu'il n'y a plus d'oxygène à bord. Et là, se passe la rentrée atmosphérique. Donc, pour l'atterrissage. Alors déjà, la voiture qui finit sur le terrain d'atterrissage. Mais avant ça, la rentrée atmosphérique. La fusée n'a aucune protection thermique. Or, elle arrive à 40 000 bornes par heure. Minimum, puisque c'est la vitesse à laquelle arrivait les vaisseaux Apollo. Vous voyez la gueule d'une navette spatiale en centre atmosphérique, vous voyez la gueule de n'importe quel vaisseau spatial, même s'il a fait un vol suborbital. Il y a un bouquet thermique qui fait qu'on met au Y, hein, littéralement. Donc on est toujours sur de l'irréaliste. Hein. Puis là, l'atterrissage, j'ai une voiture qui se ramène sur la piste sous la fusée, et miraculeusement, ils survivent. Avec seulement quelques brûlures. Bon, donc ils rentrent dans la fusée en découpant les parois, etc. Ils réussissent à les rallumer, machin, tout ça, fin de l'histoire. Verdict. Tintin n'aurait pas pu aller sur la Lune avec la fusée telle que l'a conçue Hergé. Si vous voulez comprendre pourquoi, je vous conseille de me suivre, de vous abonner, de mettre la cloche, parce que il va y avoir une nouvelle série, parce que c'est l'ouverture d'une nouvelle série de vidéos qui va parler de la conquête spatiale, de ses défis et de ce qui a été relevé. Sur ce, allez me suivre sur Insta, mettez des pouces bleus, commentez, abonnez-vous, mettez la cloche. Si vous mettez des commentaires, des pouces bleus, c'est bon pour mon référencement. Si vous abonnez, c'est bon pour mon référencement aussi. Si vous partagez, ça sera bon pour mon référencement aussi. Donc merci. Et surtout, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.